Avez-vous déjà fait un bilan sanguin? Si oui, vous avez déjà pu remarquer avec quelle précision la médecine était capable de repérer si une substance était en quantité suffisante dans notre sang ou non. C'est d'une simplicité déconcertante. Ça va du millième de milligramme près. Navré monsieur, vous avez plus de 2,5 millimoles, vous êtes en hypercalcémie. Navré madame, vous avez moins de 2,25 millimoles, vous êtes en hypocalcémie. Pourquoi diantre est-ce que ça pourrait pas être la même chose en psychopathologie? En fait, vous avez été transféré dans ma clinique parce qu'ils voulaient que nous vous évaluions. Ouais, pour déterminer si oui ou non vous êtes malade mental. Voilà la vraie raison. Qu'est-ce qui a pu leur faire croire ça? Pour eux, je dis ça à vue de nez, je crois que... je me bats et je baise un peu trop. Je ne suis pas d'accord. Quoi encore? En neuropharmacologie, on va bien intervenir sur la libération, le blocage ou la recapture des neurotransmetteurs et neurohormones. Oui, mais il n'y a aucune fenêtre optimale de transmission neurochimique qui garantisse une vie psychique normale. En témoignent les résistances au traitement. C'est bon, je peux continuer? Fais. Bon. Quand j'ai commencé mes études, en 1985, un des premiers cours consistait à repérer une limite entre le normal et le pathologique. Et encore aujourd'hui, c'est une question qui, pour moi, est des plus primordiales et des plus compliquées. Alors déjà, qu'est-ce que la normalité? Le dictionnaire Larousse met comme définition que c'est un état, un caractère qui est conforme à la norme et qui est considéré comme l'état normal. Normal vient du latin norma, qui signifie équerre, donc bien droit, qui se conforme bien à la règle. Comme toi? Pas comme toi déjà. On a encore un petit peu gardé cette notion dans la langue française actuelle, puisque l'homme droit, c'est celui qui est justement normal, c'est l'homme bien, alors que le tordu, ça va être le marginal, le fou, en tout cas celui qui ne rentre pas dans une case. Ça ne nous dit toujours pas où se trouve la limite. Exactement. Mais on va voir qu'il existe différents moyens de créer une norme. Pour ça, je me suis appuyé sur 3 ouvrages principalement que j'ai synthétisés, dont j'ai synthétisé les rapports à la norme. J'ai donc utilisé Enfance et psychopathologie de Daniel Marcelli, Les bases de la psychopathologie d'Elisabeth Grebeau et Isabelle Orgiasi-Billon-Galan, et Psychologie clinique et psychopathologie de Catherine Chabert et Benoît Verdon. J'aurais bien aimé aussi utiliser l'abrégé de psychologie pathologique de Jean Bergeret, mais malheureusement, je me le suis fait piquer. Rends-le-nous, saltimbanque! Ça va, calme-toi. Le premier consensus sur la norme se base sur la statistique. On fait donc la plupart du temps référence à une courbe de loi normale ou courbe de Gauss, voilà, où c'est une majorité centrée sur la moyenne qui est prise comme la norme. Que diriez-vous plutôt de mettre cela aux voix? De laisser la majorité trancher? Au poil. On la met aux voix. Que ceux qui sont pour veuillent lever la main. Allez-y, envoyez. Levez tous la main. Voyons, vous n'avez pas envie de voir la Coupe du Monde? Enfin quoi, levez-les vos paluches, ça vous fera un peu d'exercice. Elle se réfère à une majorité et à une grande partie des individus rencontrés. On a donc des points positifs pour ce référentiel, mais aussi négatifs. Premier point positif, c'est un système indépendant de tout système de valeurs, ce qui veut dire que c'est vraiment simplement de l'observation. Deuxième point positif, il peut être établi de façon scientifique. Oui, la science, la science! Pour les points négatifs de cette méthode, on peut déjà repérer que les minorités vont être stigmatisées sans jugement de valeur non plus. Donc, que ce soit pour, par exemple, les QI, un QI très bas sera hors de la norme, mais à la fois un QI très haut. Donc, est-ce qu'on peut mettre les deux sur le même plan? Ça, pas forcément. De même, deuxième point négatif, là on parlait des QI, mais on peut aussi parler du fait qu'on peut tout à fait tirer une norme complètement statistique de comportement pathologique. Et à ce compte-là, ce ne sera pas une norme à suivre pour autant.
Et dernier point négatif, on se met donc à confondre la norme et la moyenne. Ici encore, la limite entre le normal et le pathologique est extrêmement variable. Ce qui nous amène à une normalité idéale ou sociale. Ce serait ici ce qui se conforme à l'idéal du sujet ou un idéal parental, sociétal, institutionnel ou politique. Voulez-vous prendre la parole devant le groupe, Monsieur McMurphy? Ben... ouais. Je voudrais savoir pourquoi aucun des autres ne m'a expliqué que vous, Miss Ratched, et les docteurs, vous pouviez me garder ici jusqu'à ce que vous jugiez bon de me relâcher. Ça, j'aimerais bien savoir. Le comportement de l'individu dit normal devra se limiter ou être en harmonie avec une communauté ou une société. Point positif de cette normalité idéale, c'est qu'elle est en mesure de varier au gré des avancées sociales, des sociétés dans lesquelles elle se trouve et de l'époque dans laquelle elle est. En revanche, les différents auteurs s'accordent à dire qu'un des points négatifs de ce référentiel va être que la norme sera tout simplement le conformisme social. Et toute créativité ou excentricité serait jugée comme anormale. La transgression serait alors toujours pointée du doigt du moment qu'il n'y aurait pas un consensus social minimal. Or, la déviance est un passage obligé du développement normal de l'adolescent, par exemple. Donc vous l'avez compris, ici encore, la limite entre le normal et le pathologique est extrêmement variable. Pour ce qui serait d'un troisième type de référence à la normalité, les auteurs utilisent des termes très différents pour en arriver plus ou moins aux mêmes idées. Certains auteurs parlent de normalité fonctionnelle, où l'individu n'est plus comparé aux autres, mais ça devient lui le seul et unique repère normatif. Certains parlent de normalité comme absence de maladie. À ce moment-là, ce serait bien de savoir quand commence la maladie. Et d'autres parlent de processus dynamique qui tend vers un équilibre. C'est pourquoi je vais un petit peu rassembler tout ça par le terme qui a été introduit par Georges Canguilhem en 1966 dans son ouvrage Le normal et le pathologique, qui est la normativité. Pour Canguilhem, cette notion veut que l'individu sain est celui qui est capable de tomber malade mais de se rétablir, celui qui est capable de changer et de s'adapter aux différentes situations. Donc on n'a plus un individu qui serait soit dans le pathologique, soit dans le normal, avec deux choses vraiment séparées, mais plutôt un continuum sur lequel l'individu sera capable de revenir à la normale alors que la maladie fait partie de cette même norme. Ça vous la coupe, hein, tant de demeurer de cinglés, de minus à basse, hein. Un hurrah pour Murphy le vendeur qui refait que fait des coups chargés à bleu. Premier point positif de cette notion de normativité, c'est que l'individu est pris en compte dans sa réalité psychique. Son inconfort et sa douleur vont être respectés. Deuxième point positif de la normativité, c'est qu'on n'a plus une binarité normale pathologique, mais plutôt un dégradé sur un continuum sur lequel l'individu peut circuler. Point négatif en revanche, on ne s'intéresse plus qu'au sujet et plus du tout aux autres individus, c'est-à-dire que la sphère environnementale, on ne la prend très peu en considération. Ça devrait te plaire alors, de ne s'intéresser qu'au sujet. Ouais, ça me convient plutôt pas mal. Si c'est ça le seul point négatif, je prends. Vous avez pu constater que rien qu'en cherchant à délimiter le normal, cela dessinait spontanément les contours d'un pathologique. Puisque si ce n'est pas normal, c'est forcément maladif. Mais ça aussi, ça peut être discuté. Donc même si dans certains domaines, ce qui est normal ou considéré comme adapté tombe sous le sens, dès qu'il s'agit de psychologie humaine, on se rend bien compte que c'est plus du tout la même paire de manches. Est-ce qu'un individu est malade mental? Si oui, par rapport à qui? Par rapport à quoi? Est-ce que sa souffrance est vécue de façon personnelle ou groupale? Voilà une inépuisable question pour le clinicien. Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue. Si Monsieur McMurphy nous refuse d'avaler ces pilules par la voie orale, je pense que nous arriverons à les lui administrer par une autre voie.